3 temps dans notre après-midi. Une première séquence avec Dany Robert Dufour, d'analyse et de lecture historique et anthropologique de ce qui a été et de ce qui est encore aujourd'hui le cadre, le moment au sein duquel doivent intervenir les associations d'action sociale, les associations de soins, les associations d'aide à la personne. Un second temps avec Martine Segalen puis Jean-Pierre Lebrun pour examiner au fond l'enfant d'aujourd'hui. Qui est-il ? Comment se débrouille-t-il de sa nouvelle famille? Qui est-il et comment fait-il avec une fonction paternelle bien malade? Et puis dans un troisième temps, après une courte pause, nous nous livrerons avec Christian Leménian à l'exercice délicat de la prospective. Au fond, dans ce contexte, qu'attendre de l'avenir pour nos associations d'action sociale? En fête d'anniversaire, c'est à un véritable travail que nous convie la Vège cet après-midi. Nous avons un temps de travail extrêmement dense. Nous avons fait le choix, quelque frustrant que cela puisse paraître, de ne pas prévoir de temps d'échange entre la salle et les intervenants. Il s'agit de laisser chacun cheminer et prendre pour soi, finalement, les propositions et les réflexions que vous allez tous les 4 nous amener. Dany Robert Dufour enseigne la philosophie de l'éducation à Paris 8, à l'université Paris 8. Il a été directeur de programme au Collège international de philosophie. Il a été, je crois que c'était toute cette année, résident à l'Institut d'études avancées à Nantes. Il est auteur de plus de 10 ouvrages parus chez Gallimard, chez De Noël, notamment sur tout ce qui concerne les processus de symbolisation et de leur transformation actuelle. Parmi ces derniers livres, La Cité perverse ou encore, ouvrage majeur, L'individu qui vient après le libéralisme. Vous sortez prochainement, je crois, un conte philosophique intitulé « Il était une fois le dernier homme ». Vous nous direz quand ça sort. Dans 3 jours. Voilà. Dany, vous voulez, je crois, nous faire comprendre par quel chemin nous avons pu passer en quelques dizaines d'années du nous au je, d'un discours habité au fond par l'exigence, la contrainte de l'autre, du collectif, à un espace centré sur l'individu, dégagé d'autrui, mais en même temps où le sujet même est en danger. Eh bien, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Eh bien, en effet, dans cet exposé, je voudrais m'interroger sur les principes qui s'imposent aujourd'hui aux institutions en charge du soin sous toutes ses formes auprès des enfants, des adolescents et des adultes en difficulté. C'est peu de dire qu'on se trouve dans ce domaine face à du nouveau, des nouveautés très problématiques. C'est donc à tenter de comprendre quelques-uns de ces problèmes nouveaux que je vais consacrer mon intervention. Je n'irai pas par 4 chemins, je n'ai pas l'habitude, et je le ferai en philosophe. Ces problèmes me semblent renvoyer à une mutation historique de grande ampleur qui a changé la façon dont se posent les questions de l'action éducative, socio-éducative ou psycho-éducative, entendue au sens classique du terme comme soin. Ce n'est pas d'hier qu'on connaît la définition de ce terme soin, cela remonte à l'époque des Lumières. Vous trouverez par exemple dans le traité d'éducation de Kant, fin du XVIIIe siècle, cette définition. Par éducation, on entend les soins, entre parenthèses, le traitement, l'entretien, que réclame l'enfant, la discipline qui le fait homme, et enfin l'instruction grâce à la culture. Et Kant d'ajouter plus loin, comme l'homme dans le monde arrive dans un état non achevé, il a besoin du secours des autres. Et un peu plus loin encore, il ajoute « Une génération doit donc faire l'éducation de l'autre ». Cela, c'était vrai à l'époque moderne.
Est-ce encore vrai aujourd'hui à l'époque que l'on appelle volontiers maintenant postmoderne? Pas si sûr. En d'autres termes, je conjecturerais que des changements très importants dans ce domaine sont survenus au cours de ces 60 dernières années. Qu'est-ce qui a donc si profondément changé? Eh bien, avançons cette hypothèse, l'air du temps, ou le fond de l'air, n'est plus du tout le même. Pour l'expliquer, il n'est pas inutile de remonter, fût-ce brièvement, à l'origine, là où la modernité dont je parlais tout à l'heure, venue des Lumières, s'est réinventée. Eh bien, elle s'est réinventée au sortir du cauchemar nazi. C'est ce qu'on appelait l'esprit de Philadelphie. L'esprit de Philadelphie répondait à une sensibilité alors largement partagée dans les pays occidentaux, fondée sur le principe de dignité. C'est ce principe qui présidait au sortir de la Seconde Guerre mondiale à la reconstruction complète d'un monde mené à sa ruine, en grande partie à cause du chaos provoqué par l'ultralibéralisme d'avant-guerre, qui avait mené à la crise de 1929, sur lequel le nazisme avait ensuite surgi en Allemagne. Pour comprendre cet esprit, il suffit de relire la Déclaration internationale des droits à vocation universelle de Philadelphie, proclamée le 10 mai 1944, suivi des accords de Bretton Woods quelques semaines plus tard, qui proposaient une nouvelle organisation monétaire mondiale, puis de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, à laquelle contribua, comme vous le savez, Stéphane Hessel. À cela devrait s'ajouter une organisation mondiale du commerce, adossée à une banque centrale internationale, qui devait émettre une monnaie mondiale destinée au commerce, le Bancor. De sorte que les dettes souveraines, dont on parle tellement aujourd'hui, auraient fait l'objet d'une régulation institutionnelle et non plus sauvage. Comme le dit Alain Supiot, le grand juriste qui vient d'être élu au Collège de France, ces textes étaient aux antipodes de la dogmatique ultralibérale qui domine désormais les politiques nationales et internationales depuis 30 ans. Il ajoute que, je cite, « les propagandes visant à faire passer le court pris par la globalisation économique actuelle pour un fait de nature, s'imposant sans discussion possible à l'humanité entière, semblent avoir recouvert jusqu'au souvenir des leçons sociales qui avaient été tirées de l'expérience des 2 guerres mondiales. La faillite actuelle de ce système invite à remettre au jour, sous les décombres de l'idéologie ultralibérale, l'œuvre normative de la fin de la guerre que cette idéologie s'est employée à faire disparaître. » Fin de citation. Je vous renvoie à un livre qui porte ce titre, L'Esprit de Philadelphie, publié par Alain Supiot. En France, cet esprit était représenté dans et par le Conseil national de la résistance, qui réunissait des mouvements aux sensibilités très différentes, qui a adopté dans la clandestinité, le 15 mars 1944, une charte connue sous le beau titre « Les Jours heureux ». Ce programme, mis en œuvre dès la Libération, supposait de pouvoir créer une cité juste permettant aux individus de réaliser leur virtualité. Parmi les mesures préconisées alors, figuraient notamment la liberté de pensée, de conscience et d'expression, la liberté de presse, son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères. L'instauration d'une véritable démocratie politique, droit de vote universel, étendu sans condition aux femmes. L'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières et de la direction de l'économie, et un État au-dessus des intérêts particuliers, soucieux de l'intérêt général. Un plan complet de protection sociale, enfin, garantissant l'accès aux besoins essentiels, aux besoins matériels essentiels, pour tous les citoyens, eau, hygiène, maladie, retraite, nourriture, et aux besoins culturels, notamment par des mesures éducatives. Ces mesures devaient prévenir le retour
ou l'arrivée de quelque barbarie que ce soit, et permettre la pérennité de l'être ensemble et le développement de l'être soi. Ajoutez à cela, dans le domaine qui nous concerne, les mesures récemment remises en cause, l'ordonnance du 2 février 1945, qui marque la prédominance de l'action éducative sur l'action répressive, et plus tard, l'ordonnance du 23 février 1958, qui donne compétence aux juges des enfants pour ordonner des mesures éducatives lorsque, je cite, la santé, la moralité, l'éducation du mineur est en danger. Ces mesures et d'autres étaient bien sûr imprégnées de l'esprit de résistance contre les exactions nazies qui venaient de se déchaîner, fascistes et nazis qui venaient de se déchaîner à travers toute l'Europe. Cet esprit était globalement mu par une idée forte, plus jamais ça. Ce qui impliquait un devoir biopolitique d'éducation pour extirper toute complaisance possible à l'égard d'un monde qui avait vu surgir en son sein ce qu'on a appelé la bête immonde, et un devoir de solidarité envers les populations, jusqu'aux plus vulnérables et aux plus démunis, que ce soit pour des raisons sociales, physiques ou psychologiques, afin de former et de souder un peuple à même de constituer un solide rempart contre le possible retour de l'horreur. Bref, aucun ne devait rester en souffrance. Les initiatives et les réalisations éducatives et psychosocio-éducatives furent multiples, autant dans leur forme et leur modalité de fonctionnement, que dans les références soutenant cet esprit de résistance. Cette diversité n'est pas un hasard, puisque l'idée de résistance reposait elle-même sur un pacte alliant des forces politiques dont les intérêts s'étaient, en dépit de nombreux points d'opposition objectivement rencontrés, allant du gaullisme au communisme, en passant par le christianisme social, d'accord au moins sur un point, la construction d'un État juste, protecteur, redistributeur, mais exigeant, doté d'institutions solides, elles-mêmes reliées par des associations, se reconnaissant et mettant en œuvre cet esprit solidaire. On pourrait faire les mêmes remarques à propos de la psychiatrie publique, puisque cette époque a connu une révision totale du domaine de la prise en charge de la maladie mentale. L'idée que l'asile comme institution répressive et coercitive devait disparaître, Roger Bello en a parlé tout à l'heure, et que les malades pouvaient retrouver certains droits de citoyens dans une société redevenue apte à prendre soin et à accueillir leur potentialité créatrice, est l'une des pensées les plus fortes surgies dans une après-guerre cherchant à en finir avec toutes les barbaries. Je parle là évidemment de la psychiatrie institutionnelle, suivie de la pédagogie institutionnelle, psychiatrie institutionnelle avec la naissance de la clinique de Saint-Alban, puis celle de la Borde. On se souvient en France des noms de Lucien Bonafé, le commandant forestier dans la Résistance, et de François Toscaïès, le lieutenant François dans la Résistance, puis plus tard de Jean Houry et d'autres, qui sont liés à ce tournant civilisationnel dans la vision et dans la prise en charge de la folie. Ce n'est pas un hasard, je crois tout à l'heure, que Roger Bello, parlant de Jean-Claude Ferrand, ait évoqué son passage par la Résistance. On trouve donc à l'origine de ces mesures ce qu'il faut bien appeler le grand récit de la Résistance, qui alliait et ralliait des forces multiples, politiques, sociales, qu'elles soient laïques ou religieuses. Ce grand récit de la Résistance, en dépit de ses diversités, reposait sur un même principe moral, la mise au premier plan du rapport à l'autre. Ce souci de l'autre constituait donc le principe sur lequel tout le monde, personnel de la sphère éducative, socio-éducative, judiciaire, etc., pouvait et devait s'entendre, sachant que les différents mêmes pouvaient être productifs, puisque inscrits dans une dialectique historique progressiste. Les problèmes que rencontrent aujourd'hui ces institutions me semblent dus au fait que le grand récit de solidarité qui les soutenait a, pour une large part, disparu.
Il n'a évidemment pas disparu tout seul. On l'a beaucoup aidé à disparaître. Vous vous rendrez compte de ceci, par exemple, si vous lisez Denis Kessler, grand patron français, ex-numéro 2 du MEDEF, en octobre 2007, soit 6 mois après l'élection d'un dénommé Nicolas Sarkozy, dont vous vous souvenez peut-être, il a indiqué clairement les modalités des réformes entreprises au début du précédent quinquennat. Le démantèlement total du modèle social français. Je cite ce passage. Les annonces successives, on est au précédent quinquennat, les annonces successives des différentes réformes par le gouvernement peuvent donner une impression de patchwork, tant elles paraissent variées, d'importance inégale et de portée diverse. Statut de la fonction publique, régimes spéciaux de retraite, refonte de la sécurité sociale, paritarisme, etc. À y regarder de plus près, on constate qu'il y a une profonde unité à ce programme ambitieux. La liste des réformes, c'est simple. Pensez à tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Cette architecture singulière est à l'évidence complètement dépassée, inefficace, datée. Elle ne permet plus à notre pays de s'adapter aux nouvelles exigences économiques, sociales et internationales. Le programme est donc clair. Il s'est donc agi d'en finir avec l'héritage de la charte du Conseil national de la résistance mise en œuvre à la Libération. Pour le dire en d'autres termes, nous sommes en effet passés d'un régime de grands récits solidaires à un régime de multiplication des petits récits égotiques, voire égoïstes. Une date fait emblème dans ce changement. 1968. 1968, fin des 30 Glorieuses et début de ce qu'on appelle parfois les 30 Piteuses. Ce n'est pas un hasard que ce soit à partir de ce moment que le pacte conflictuel gaulo-communiste, longtemps dominant, avec son grand récit solidaire, se soit trouvé irréparablement ébranlé. Le légendaire général s'est trouvé contraint de quitter la scène politique et le Parti communiste français est alors entré dans une spirale de baisse en perdant son rôle de porte-parole des ouvriers. L'histoire de 1968, si importante pour comprendre ce basculement narratif lourd de conséquences, reste à cet égard à écrire. On se contente généralement d'être pour ou contre, ce qui est le meilleur moyen de rater la portée de l'événement. Il s'agit là en effet d'une alternative beaucoup trop simple qui ne fait pas apparaître les véritables effets de 1968, non nécessairement voulus par ceux-là même qui étaient les héros de la révolte de la jeunesse, notamment étudiante, qui a alors embrasé le monde. Au début de ce mouvement, on le sait, il existe une forte et diffuse révolte contre la généralisation de la société de consommation, comme on disait alors, résultant de l'extension du capitalisme et contre les rapports hiérarchiques globalement perçus comme autoritaires. Ça, c'est au départ. Et à l'arrivée, il y a l'intégration de cette critique que l'on a joliment qualifiée d'artiste dans le processus même de développement, de reconfiguration d'un nouveau capitalisme. Et c'est bien cette différence entre les attendus et les résultats qu'il faut expliquer. On ne peut le faire sans constater que ceux qui rêvaient d'ébranler le capitalisme, unis contre toute forme d'autorité dans les années 60, ont en quelque sorte, quelques lustres plus tard, permis à leur corps défendant, à ce vieux capitalisme autoritaire, de prendre un tournant apparemment libertaire. C'est ce qu'on appelle, depuis Hegel, une ruse de l'histoire. Grâce à elle, des groupes actifs dans l'histoire ont pu atteindre des objectifs exactement contraires à ceux qu'ils s'étaient fixés. C'est précisément de cette modification des rapports d'autorité, partant du management d'entreprise et gagnant le social, que résulte
le nouvel esprit du capitalisme, brillamment analysé par le sociologue Luc Boltanski. Autrement dit, le vieux capitalisme autoritaire s'est révélé capable, contre toute attente, d'intégrer la partie de cette critique dite artiste qui l'intéressait, issue du mouvement culturel et social anti-autoritaire des années 60. On pourrait donc dire que la critique globalement libertaire a croisé, a été déportée par l'idée libérale. On est ainsi passé d'un capitalisme classique à une toute nouvelle forme qui a bientôt été repérée sous le nom d'anarcho-capitalisme, se développant par-dessus les États comme un phénomène mondialisé. L'avènement progressif de l'anarcho-capitalisme correspond à un changement fondamental dans le mode de régulation du capitalisme. On est passé de ce qu'on appelle le compromis keynésiano-fordiste, Keynes pour l'État, Ford pour l'organisation de l'entreprise, qui a prévalu globalement pendant les 30 glorieuses après la guerre et qui a conduit donc à la naissance de l'État-providence et qui a mené donc quelques années plus tard, à partir des années 80, avec les venues au pouvoir de Reagan et de Thatcher, à l'ultralibéralisme et à la prise du pouvoir du capitalisme financier sur le capitalisme industriel. Si ce changement nous intéresse grandement ici, c'est qu'il concerne toutes les institutions. Je dis bien toutes les institutions. Pourquoi ? Parce que dans l'ultralibéralisme, le seul et unique impératif admissible est que les marchandises circulent et que toutes les activités génèrent du profit, de sorte que toute institution venant s'interposer entre les individus et les marchandises, avec ses références culturelles et morales, comme l'altruisme et la solidarité, s'est trouvée, du coup, malvenue. Le nouveau capitalisme a en somme très vite repéré le parti qu'il pouvait tirer de la contestation de la fin des années 60, et c'est ainsi que l'ultralibéralisme s'est mis à promouvoir un impératif de transgression des interdits qui a conféré à ce discours un parfum libertaire fondé sur la proclamation de l'autonomie de chacun et l'appel à un fonctionnement décomplexé et désinhibé. C'est pourquoi ce nouveau discours apportait avec lui la désinstitutionnalisation. Il a fallu moins d'État et moins d'institutions. Il a fallu des sujets non plus institués, mais désinstitués, c'est-à-dire obéissant à un fonctionnement pulsionnel, au détriment d'un fonctionnement symbolique et langagier, en recherche permanente, donc, d'objets manufacturés, prêts à consommer, susceptibles de satisfaire toutes les appétences possibles. Ce changement dans le mode narratif dominant est bien sûr lourd de conséquences pour le vivre ensemble, partout où il se manifeste, tant au niveau politique global qu'au niveau des formes locales. S'il concerne tous ceux qui travaillent dans les institutions éducatives, socio- et psycho-éducatives, ayant pour vocation donc de s'occuper d'enfants et d'adolescents en difficulté, c'est tout simplement parce que ceux dont ces institutions sont censées s'occuper se trouvent aujourd'hui affectés par cette nouvelle forme de récit n'impliquant plus que des singularités, des exceptions, des performances individuelles, des recherches récurrentes de satisfaction pulsionnelle. En effet, pourquoi se réfréner alors même que la légitimité aujourd'hui, c'est la promesse de satisfaction pulsionnelle qui est incessamment distillée, diffusée par ce que, il y a un certain temps déjà, j'y avais appelé le divin marché, qui se fait fort d'offrir à chacun un objet manufacturé ou un service marchand pouvant immédiatement satisfaire la pulsion, ou un fantasme sur mesure produit par les industries culturelles qui présente l'avantage très problématique de ne plus avoir à différer sans cesse la satisfaction, ce qui semble donc dispenser de ce long, fastidieux et aléatoire travail de sublimation, c'est-à-dire d'élaboration symbolique, lié à ce qu'on ne peut pas avoir tout de suite. Eh bien, d'où apprennent-ils cela ? De beaucoup de sources, si vous y réfléchissez bien. D'une part, le travail
disons, de répression au sens positif, c'est-à-dire au sens freudien du terme, de répression pulsionnelle, pour que la civilisation perdure, n'est plus effectuée au niveau de la famille, tout simplement parce que les parents sont souvent, eux aussi, pris dans cet imaginaire de la satisfaction pulsionnelle promise par le divin marché. Donc, pourquoi refuseraient-ils à leurs enfants ce qu'ils recherchent pour eux-mêmes? Ce qui veut dire que des parents qui, comme tels, peuvent dire non, il n'y en a peut-être plus beaucoup. C'est même devenu une espèce en voie de disparition, et ceux qui restent sont souvent tentés de se penser comme maltraitants. C'est pourquoi on a imaginé pouvoir reparentaliser les parents, ce qui pose des problèmes quasi insurmontables, en effet, à supposer même que les parents pourraient vouloir encore promouvoir autre chose que la satisfaction des égoïsmes privés. De quelle légitimité sociale, politique pourraient-ils encore se prévaloir pour le faire auprès de leurs enfants? La promesse de satisfaction pulsionnelle se dispense en effet à travers ce que j'ai appelé des leçons qui sont diffusées aux enfants dès le plus jeune âge. Vous n'êtes à cet égard pas sans savoir que les parents ne sont plus deux dans l'espace familial. Ils sont soit un, c'est le cas de la monoparentalité, ou deux désormais sans nécessairement référence à la différence sexuelle, plus un autre, plus un troisième. Je fais référence à ce que j'ai appelé, à la suite d'études nord-américaines, le troisième parent, qui tend à devenir de plus en plus important par rapport aux deux premiers. Je veux bien sûr parler de la télévision. La télévision joue à côté des autres industries culturelles, jeux vidéo, ciné, Internet, un rôle décisif parce qu'elle intervient de bonne heure. Pratiquement dès la naissance de l'enfant, puisqu'on a permis l'existence de chaînes, récemment l'existence de chaînes pour bébés, comme Baby First par exemple, et que dans certains milieux, défavorisés de préférence, on trouve jusqu'à près de 75% des enfants qui ont une télévision dans leur chambre. Or, comment fonctionne la télévision? Sur deux choses. D'une part, le rejet de la prévalence du discours comme tel articulé, et d'autre part, sur la présentation, voire l'exhibition de l'objet de convoitise. Je m'explique sur ces deux points. Je dis rejet de la prévalence du discours, car le discours, c'est avant tout et depuis la nuit des temps, le discours oral de face à face. Or, la télé ne pratique pas le discours oral de face à face. La télé parle toute seule. La télé, comme je l'ai déjà dit, c'est la folle du logis. Ce qui me fait dire que confier ses enfants à la télé, c'est la confier à un fou qui parle tout seul. Car la télévision ne vous interpelle pas pour que vous répondiez. C'est pourquoi elle détruit l'ordre du discours, celui qui procède de la simple mais très décisive règle qui nous institue comme sujet parlant. Tu parles, je me tais et j'écoute. Je parle, tu m'écoutes. Et je dis que la télévision procède à la présentation de l'objet de convoitise, assurant la satisfaction pulsionnelle, car elle présente tous les objets de jouissance, y compris meurtres, viols, vols, des vrais meurtres, pas des meurtres racontés, mais des meurtres filmés ou dessinés, avec des corps explosés, troués, découpés. Ou alors des meurtres virtuels grâce aux jeux vidéo qui fonctionnent de façon de plus en plus réaliste. On est à cet égard en train de rattraper notre retard, entre guillemets, sur les États-Unis, où, je le rappelle, à 11 ans, l'enfant américain moyen a vu en moyenne 100 000 actes de violence à la télévision et assisté à 12 000 meurtres. Et c'est bien sûr là, quand la tension ou l'attention est au maximum, que jaillit l'espace publicitaire qui exhibe l'objet du marché à acheter, ce qui marche très bien, tout simplement parce que le pouvoir d'achat des enfants est désormais énorme de par la pression d'achat qu'ils font subir à leurs parents pour acheter. Donc nous avons là un troisième parent qui défait le discours tout en donnant des leçons d'éducation à la consommation, mais plus que ça, puisque ce sont aussi des leçons d'apprentissage à la satisfaction pulsionnelle, de la satisfaction pulsionnelle.
Alors, me demanderez-vous, pourquoi ne pas consentir après tout? Peut-être que nous sommes des vieux moralistes, encore empreints de catalogues d'interdits que les religions anciennes diffusaient pour l'éducation de leurs ouailles. Peut-être que les jeunes et les adolescents comprennent spontanément, à une vitesse même qui parfois nous désarme, ce que nous rechignons tous, nous, à comprendre. En fait, je crois qu'il y a une bonne raison, je dirais une seule, pour résister à ce modèle. C'est tout simplement parce que la jouissance, il faut bien appeler cela par son nom, la jouissance par les objets, cela ne marche pas. Et si ça ne marche pas, c'est parce que cela crée avant tout des souffrances qu'on pourrait regrouper sous le triangle perversion, addiction, dépression, dont tous sont victimes, les jeunes en particulier, cadre qui tend à nous faire sortir du cadre freudien de la névrose. Du côté de la perversion, je ne vais pas beaucoup explorer ce domaine, je pense que Jean-Pierre Lebrun en parlera tout à l'heure. Du côté de la perversion, ce ne serait plus la perversion classique de structure, mais la prolongation de ce que Freud appelait la perversion polymorphe de l'enfant, où l'enfant ne rencontre pas la butée, si vous voulez, le nom dont j'ai parlé tout à l'heure, N-O-N, le nom du père. Du côté de l'addiction, ce seraient les souffrances identiques dans leur fonctionnement aux addictions que l'on observe dans les usages de la drogue, dont il ne m'étonne pas qu'elle constitue un grand problème, un grand symptôme contemporain. Ça ne marche pas parce qu'il manque toujours un verre, ou il manque toujours un shoot, ou il manque toujours un objet pour que la satisfaction attendue se réalise. Ce qui veut dire qu'elle ne se réalise jamais, ou que quand elle se réalise, c'est encore plus grave, parce qu'alors il n'y a plus de sujet pour la vivre, car il est, comme on dit, là, ravi, c'est-à-dire d'abord et avant tout ravi à lui-même, tout entier passé du côté de l'objet, comme mort subjectivement en quelque sorte. Or, les objets actuels, portables, jeux vidéo, etc., sont éminemment addictifs. C'en est parfois à se demander si l'on ne s'est pas débarrassé des interdits classiques pour tomber sous des emprises encore plus fortes que celles qui existaient dans les liens anciens. Ça se voit cela dans l'assuétude à la drogue, où la légitimation de toute quête symbolique se solde en fait par des dépendances réelles. Ça se voit dans toute une série de domaines, par exemple dans l'existence des sectes, lesquelles prolifèrent en régime de postmodernité. Je passe sur ce point, il y a celles qui attirent les populations déracinées, pentecôtisme, ou même les islamismes dans les troisièmes générations d'immigration. Mais il faut penser aussi aux sectes néo-évangélistes ou aux sectes dites sataniques, ou d'autres qui marchent très bien chez les jeunes. Puis il y a, comme forme du lien, la bande qui vient à l'endroit du récit solidaire manquant. Là, plusieurs corps peuvent être groupés dans une même personne sociale qui vont marquer leur territoire par le tag. Ce qui marque la bande du transitivisme qui rend indistincts et substituables les différents membres. Il est ainsi parfois très difficile pour un professeur d'école de solliciter un élève qui appartient à une bande parce qu'alors c'est toute la bande qui vient et qui répond à la moindre sollicitation en étalant ses prérogatives de bande et ses objets. C'est la bande qui signe pour le sujet, par le tag. C'est donc le contraire de l'autonomie du sujet qui s'obtient dans la bande, c'est la fusion de tous en une seule entité, de préférence celle du chef de bande. Variante de la bande, le gang, c'est en quelque sorte le débouché naturel de la bande. Le gang est en quelque sorte une bande qui a réussi en imposant ses méthodes expositives, raquettes, attaques, règlements de compte, etc. Et vous savez très bien, évidemment, que les établissements scolaires des zones difficiles sont particulièrement exposés à la conversion de bandes en gangs. Et à noter que cela commence de plus en plus tôt. Il y a des études en route pour décrire des phénomènes où l'on voit des gangs avec des adolescents de plus en plus jeunes, dès 10 ans, qui opèrent avec une rare violence. Reste, dans ce tableau, la toute-puissance ou l'infatuation subjective. Eh bien, lorsque les limites ne sont plus notées, ne sont plus signifiées au sujet, ce sujet s'affuble volontiers des signes plus ou moins imaginaires de la toute-puissance. Dans les cas extrêmes, on pourra même
s'octroyer droit de vie ou de mort sur ses semblables, et on se dotera éventuellement de pouvoirs magiques, d'autant plus facilement que le prestige social des technosciences, renforçant constamment l'environnement prothétique, ne va pas sans exalter les sentiments de toute puissance du sujet. Pensez, je n'ai pas le temps de développer ceci, mais pensez par exemple aux images, aux messages qui sont permises par les portables et qui suscitent par exemple des phénomènes dits de happy slapping. Ou pire, pensez à pire, par exemple des phénomènes du type Columbine High School, où un adolescent lourdement armé se met, comme dans les jeux vidéo, à exterminer ses camarades avant de se suicider. J'ajoute que rien n'interdit de cumuler ces tendances. À la limite, on peut être membre d'un gang, addicté, adhérent d'une secte et sujet à l'extrême violence. Des passages intempestifs entre petite délinquance, addiction, fanatisme religieux et hyperviolence ne cessent désormais de s'observer chez les nouveaux sujets du postmoderne. Et puis, si tout cela ne marche pas, il reste bien sûr la valeur sûre de la dépression. C'est en effet au moment où pèse sur chacun l'injonction de mettre en avant son moi et ses satisfactions, de façon ostentatoire de préférence, que se rencontre bien sûr la plus grande difficulté d'être soi. Eh bien, dans la dépression, justement, on ne peut plus croire à soi. On est alors moins que soi. Cela ne concerne pas que les jeunes, puisqu'on dit qu'aujourd'hui, un bon quart des populations passent par des phases dépressives plus ou moins sévères. Il est bien évident que le passage au second plan d'une éducation visant à un contrôle et à une maîtrise raisonnée des passions et des pulsions, où se construit la fonction symbolique, ne peut mener qu'à des débordements pulsionnels permanents dans le social. C'est ainsi que nous nous retrouvons devant une nouvelle impasse. Plus le contrôle symbolique s'affaiblit, plus les corps doivent être réellement contrôlés. Aujourd'hui, les autorités, ayant fait passer au second plan l'éducation d'accès à la symbolisation, sont souvent tentées par davantage de répression. Elles ne voient de solution que dans un renforcement du contrôle des corps, contrôle de l'intérieur, par des molécules par exemple de la Ritaline, ou de l'extérieur, par la multiplication des caméras de surveillance, voire par l'instauration de couvre-feu à l'encontre des adolescents et par le durcissement des mesures répressives. Les autorités ont beaucoup de mal à comprendre que la politique répressive qu'elles mettent en place, qu'elles ont tendance à mettre en place, ou qu'elles ont eu tendance à mettre en place, est la conséquence directe du laisser-faire pulsionnel qu'elles ont contribué à renforcer en cédant à une emprise toujours accrue du marché sur le politique et sur les individus. Pratiquer le tout répressif pour combattre le laisser-faire pulsionnel, qu'en bon néolibéral on a soi-même contribué à installer, c'est ce que j'appelle pratiquer une politique de pompier pyromane. Ces changements dans la culture, et je terminerai sur ce point, ont été accompagnés par des changements politiques visant directement, ce dont je parlais au début, l'esprit de Philadelphie, concernant la forme même de l'État. Ces changements ont été initiés au niveau national et au niveau supranational, c'est-à-dire européen. Au niveau national, à partir de la deuxième moitié des années 80, l'administration française a commencé à mettre en œuvre de nouvelles méthodes comptables et des obligations tant dans le public que dans le secteur associatif à but non lucratif. On s'est mis à considérer les secteurs de l'action solidaire et sociale gérés par le secteur associatif, ces non-profit organisations qui représentent, je le rappelle, 10% de la main-d'œuvre française. On s'est mis donc à les considérer comme s'il s'agissait d'activités économiques usuelles. Et cela a même parfois gagné jusque dans les rangs de ces associations, puisque beaucoup d'acteurs du secteur associatif ont eu tendance à croire qu'en se battant sur le refus de l'étiquetage de leurs activités comme activités économiques, ils allaient être considérés comme un mouvement d'arrière-garde. Du coup, ces acteurs traditionnels ont été déstabilisés, ne sachant plus que faire,
tandis que les nouveaux acteurs venus du privé voyaient cela comme une aubaine, comme une occasion d'investir un nouveau marché. Quant au niveau européen, ce secteur des services sociaux s'est trouvé être la cible des règlements de l'Union européenne concernant les services sociaux, ce qu'on appelle les services sociaux d'intérêt général. Peu importe l'enquête TNS-Sofres de septembre 2008, qui constatait que 80% des Français étaient très satisfaits de la qualité des services publics et parapublics de leur pays. Si satisfaits, au demeurant, qu'ils ne voyaient pas les dangers et ne trouvaient rien à redire concernant l'influence de l'Union européenne sur, je cite, le processus de modernisation de l'État français. Un tiers disant qu'elle n'avait aucune influence, ce qui est une grave erreur, cependant que 41% pensaient qu'elle avait favorisé l'UE, la modernisation. En fait, l'influence de l'Union européenne est décisive. Depuis 2004, la stratégie de Lisbonne concerne la dimension sociale de l'Europe, où la fourniture de services sociaux a été ouverte au secteur privé, y compris aux entreprises centrées sur le profit. Vous le savez, ce qu'on appelle en France la transposition de la directive services aurait dû être achevée en décembre 2009. Mais quand la transposition est venue à l'ordre du jour, le gouvernement français d'alors, après les résultats que l'on sait du référendum sur le traité constitutionnel, a beaucoup tenu à ne pas ouvrir un débat public sur les services sociaux refaçonnés à la mode libérale. C'est pourquoi cette transposition passe dans la loi française d'une façon décousue. Mais c'est une stratégie, au point que l'on peut parler ici j'appellerais ceci une stratégie stroboscopique, où l'on intercale des fragments de nouvelles lois libérales dans l'ancienne, en espérant que cela ne se verra pas et qu'on pourra ainsi la changer de façon insensible. Et pour ceux qui le voient, ils se disent à chaque insertion « Oh ce n'est pas grave », sans s'apercevoir que c'est progressivement le fond de la loi même qui change. Eh bien voilà ce que je voulais vous dire en ce jour de 60e anniversaire. Vous avez compris qu'il ne s'agit pas seulement de rechanter ensemble la chanson du grand récit solidaire et de se contenter de l'émotion. Il le faut, bien sûr, mais il faut aussi produire une analyse lucide du moment complexe dans lequel nous vivons et comprendre que, si je puis dire, le combat doit continuer pour éviter la reconfiguration des institutions, leur transformation, voire même leur démantèlement en simple machine à produire des résultats quantitatifs, et pour leur redonner une place essentielle dans la reconduction du pacte républicain incombant à tout État moderne vis-à-vis des populations dont il a la charge. Je vous remercie.